Jean Yoyot, l'un des plus grands égyptologues du XXe siècle, nous présente l'Égypte, un État africain bien bâti, bien structuré et surtout bien gouverné. Le texte. Égypte pharaonique. Économie et société. Les champs et les marais. Tout d'abord, la formation de l'État pharaonique autour de 3000 avant notre ère s'accompagne d'un fort développement économique. Les vestiges archéologiques, notamment les tombes de l'époque tinnite, témoignent d'un accroissement des richesses, du luxe et du savoir-faire artisanal. L'économie égyptienne repose essentiellement sur la culture des céréales, en particulier le blé et l'orge, qui demeurent la base de la prospérité du pays jusqu'à l'époque moderne. Cette agriculture est rendue possible par un système de bassins d'inondation, utilisant les crues du Nil pour fertiliser les terres. Bien que ce système ne permette qu'une récolte annuelle, il libère une importante main-d'œuvre disponible pour les grands travaux royaux et religieux. L'irrigation pérenne existait également, mais ses moyens techniques restaient limités. Les Égyptiens ne maîtrisaient pas encore le stockage de l'eau, ce qui les rendait vulnérables aux crues trop faibles ou trop abondantes. Toutefois, l'existence de greniers et le développement du transport fluvial permettaient d'atténuer les crises alimentaires. Les surplus agricoles entretenaient une administration nombreuse, des ateliers spécialisés et renforçaient le pouvoir économique des temples et des hauts fonctionnaires. Sur le plan alimentaire, bien que le pain et la bière constituent la base de la nourriture, l'alimentation des anciens Égyptiens était variée. Les jardins, vergers, vignobles et ruchers fournissaient légumes, fruits, vins, miel et huiles végétales. À ces ressources agricoles s'ajoutaient celles des marais et des étangs, qui offraient poissons, oiseaux, produits de cueillette et pâturage pour le bétail. L'élevage occupait une place importante, en particulier celui des bovins, fortement valorisé sur les plans économiques et religieux. Les Égyptiens pratiquaient également l'élevage de volailles, de chèvres, de moutons et de porcs, qui contribuaient largement à l'alimentation populaire. Certaines espèces domestiquées, comme l'âne et le chat, sont devenues emblématiques de la civilisation pharaonique. Les ressources minières et industrielles. Le désert fournissait des pierres de construction, des pierres précieuses et semi-précieuses, ainsi que des minerais. L'or, extrait principalement de Nubie et du désert arabique, symbolisait la richesse et l'immortalité, même s'il ne jouait pas encore un rôle économique central. En revanche, l'Égypte demeurait dépendante de l'étranger pour le cuivre et accusa un certain retard technologique dans le domaine de la métallurgie par rapport au Proche-Orient. L'industrie égyptienne se distingua particulièrement dans la production de textiles de lin et de papyrus, ce dernier constituant un support d'écriture très recherché à l'extérieur. Ces productions renforçaient l'influence économique et culturelle de l'Égypte dans le monde méditerranéen. Enfin, on peut souligner l'importance déterminante des transports. L'âne jouait un rôle essentiel dans les échanges terrestres, tandis que le Nil et les canaux assuraient le transport de masse sur de longues distances. La maîtrise précoce de la navigation fluviale et maritime permit la centralisation économique et la réalisation de constructions monumentales. Des techniques simples mais ingénieuses furent mises au point pour déplacer de lourdes charges, révélant une grande maîtrise pratique de l'ingénierie. Le système économique et social. La documentation disponible permet de dégager une organisation où l'État semble omniprésent, toutefois il faut faire attention à l'utilisation de termes modernes comme socialisme d'État. Théoriquement, le pharaon est le seul détenteur du pouvoir, des ressources et du sol. Il délègue toutefois ses prérogatives à une hiérarchie administrative et partage ses ressources avec les temples pour assurer l'ordre cosmique. Si l'État dirige exclusivement le commerce extérieur, l'exploitation des mines et les grands travaux, le monopole sur les terres est en réalité une illusion doctrinale. En pratique, le pouvoir est décentralisé via des dotations foncières aux fonctionnaires et aux temples.
Le paysage foncier égyptien est plus fragmenté qu'il n'y paraît. À côté de la maison du roi, les temples, les domaines des dieux, fonctionnent comme des entités quasi autonomes, possédant leurs propres ateliers, troupeaux et personnels. Des fortunes privées transmissibles existent. Des fonctionnaires et des militaires, notamment à partir de la 18e dynastie, gèrent des terres héréditaires. Cependant, ces propriétés restent géographiquement dispersées, empêchant la formation de vastes domaines, à la manière du latifondia sud-américain, qui pourrait menacer le pouvoir central. Au Nouvel Empire, les champs d'hommes pauvres attestent de l'existence de petits exploitants indépendants. La société égyptienne se caractérise par une spécialisation poussée et une hiérarchie stricte. Dans les bourgs et les temples, les métiers, boulangers, orfèvres, bergers, sont souvent héréditaires. Un exemple emblématique est la communauté de Deir el-Médineh, où les artistes de la vallée des rois, salariés par l'État en nature, céréales, poissons, possédaient une conscience sociale forte, allant jusqu'à pratiquer la grève. La masse populaire est attachée de fait à la terre. L'esclavage, bien que présent, semble limité à la main-d'œuvre domestique ou à des travaux spécifiques, colons militaires, viticulteurs déportés. L'agriculture repose davantage sur une paysannerie locale soumise à la fiscalité que sur un système servile massif. Le commerce intérieur concerne essentiellement une économie de troc de gré à gré entre particuliers pour les petits volumes. Les intermédiaires professionnels sont rares et souvent liés aux institutions royales ou religieuses. Le commerce extérieur est caractérisé par les expéditions lointaines vers le Punt, Byblos ou la Nubie pour les produits exotiques, reste une prérogative d'État encadrée par des fonctionnaires. Les services administratifs. Dans l'Égypte ancienne, l'administration contrôlait l'ensemble des activités essentielles, la production, la gestion de l'ordre public et la supervision des affaires économiques et religieuses. Cette administration dépendait soit du pouvoir princier incarné par le pharaon ou, en période de division, par des chefs locaux soit des temples. Les cadres administratifs étaient majoritairement recrutés parmi les scribes, dont la maîtrise de l'écriture constituait la base du savoir, de la technique et de l'exercice du pouvoir. Les scribes détenaient à la fois la culture profane et religieuse et intervenaient dans tous les secteurs professionnels. Ils pouvaient être ingénieurs, agronomes, comptables, prêtres ou officiers militaires, notamment au Nouvel Empire. Leur formation était rigoureuse et s'accompagnait d'une morale valorisant l'ordre social, considéré comme l'expression de l'harmonie universelle. En échange de leurs fonctions, ils bénéficiaient de revenus importants et variés, terres, rations salariales, avantages religieux, dons royaux et privilèges funéraires. Les plus hauts dignitaires accumulaient richesses, influence et clientèle. Il faut souligner qu'il n'existait pas de caste strictement séparée entre scribes, prêtres et guerriers. La classe dirigeante formait un ensemble unique, confondu avec la fonction publique. Théoriquement, tout individu compétent pouvait accéder à de hautes fonctions grâce à la faveur royale. Toutefois, dans la pratique, les charges avaient tendance à se transmettre au sein de certaines familles, ce qui favorisa l'émergence de lignées administratives et sacerdotales, particulièrement visibles à Thèbes au premier millénaire avant notre ère. Enfin, l'histoire de l'Égypte pharaonique apparaît marquée par une tension permanente entre la monarchie et le haut fonctionnariat. Lorsque ce dernier tendait à rendre les fonctions héréditaires et autonomes, le pouvoir central s'affaiblissait. Ces situations ont contribué à la chute de l'Ancien Empire, aux crises des périodes intermédiaires et à la fin du Nouvel Empire. À chaque affaiblissement du pouvoir central correspondaient des troubles internes, un recul de l'influence extérieure, une insécurité accrue et un déclin des grandes constructions et de la qualité artistique. L'idéal politique de la société égyptienne repose sur une monarchie forte,
perçue comme la condition essentielle du bonheur et de la stabilité du pays. Le souverain incarne à lui seul le service public. Le terme pharaon dérive de l'expression Pérao, qui désignait à l'origine la grande maison royale avant d'identifier directement la personne du roi. Le pharaon est considéré comme différent des autres hommes par sa nature même, ce que manifeste sa titulature, son protocole, ses apparitions publiques, la diffusion de ses images, ses fêtes jubilaires et la forme monumentale de sa sépulture. La royauté se distingue également par des pratiques spécifiques, notamment la polygamie royale et, dans certains cas, les mariages consanguins. Il faut souligner par ailleurs que certains signes d'usure du pouvoir se traduisent par l'appropriation, par des particuliers, de formes funéraires et de symboles autrefois réservés au roi. La transmission du pouvoir royal apparaît comme complexe. Si la succession de père en fils est fréquente et conforme au modèle mythologique d'Osiris et d'Horus, elle ne repose pas uniquement sur l'hérédité. Les souverains insistent souvent sur le choix personnel du successeur par le roi régnant. Quelle que soit l'origine du pharaon, sa légitimité est exprimée par un discours identique, il hérite symboliquement de la royauté des dieux fondateurs et est présenté comme choisi par la divinité tutélaire de sa cité. Au Nouvel Empire, la reconnaissance du roi par l'oracle d'Amon renforce cette légitimité. Le pouvoir royal repose donc avant tout sur un droit divin, chaque règne étant considéré comme un nouveau commencement, renouvelé par des rites et des cérémonies. Bien que le pharaon soit assimilé à un dieu et parfois honoré comme tel de son vivant, il demeure un homme soumis aux dieux et chargé de les servir. Il faut mentionner également l'existence de quelques femmes pharaons, dont le règne fut souvent contesté par la postérité. Les femmes de la famille royale, mères, épouses et filles, pouvaient néanmoins exercer une influence politique ou religieuse importante, notamment à travers la fonction rituelle d'épouse divine d'Amon, sans que cela traduise l'existence d'un régime matriarcal. L'organisation administrative de l'État est décrite comme complexe et efficace. Elle repose sur une gestion rigoureuse des provinces, des cultes, des terres, des ressources économiques et de la justice. Cette administration témoigne d'un haut niveau de maîtrise technique dans les domaines du secrétariat et de la comptabilité. La puissance de l'Égypte est ainsi attribuée davantage à son organisation qu'à son agressivité militaire. À la tête de cette administration se trouve le Tchati, ou vizir, principal responsable de l'ordre public et de la justice après le pharaon. Bien que très influent, le vizir n'est pas le seul conseiller du roi, et d'autres hauts dignitaires ont pu jouer un rôle politique majeur. Il faut relever enfin que le caractère centralisé et autoritaire de la monarchie pharaonique plaçait les décisions politiques majeures sous le contrôle direct de la résidence royale, comme en témoignent certaines crises gouvernementales révélées par la condamnation de la mémoire de hauts fonctionnaires. L'organisation militaire. Dans l'idéologie officielle, le roi est le garant de la sécurité nationale et le principal artisan des victoires militaires. Les succès sont attribués à son action personnelle et à l'appui divin. L'exemple de Ramsès II à la bataille de Kadek illustre cette mise en scène du pharaon en héros unique, destiné à affirmer sa primauté, même si l'armée constitue un élément essentiel du pouvoir. Dès l'Ancien Empire, l'Égypte dispose d'un commandement militaire et naval structuré, capable d'encadrer des troupes disciplinées. Toutefois, au IIIe millénaire avant notre ère, les menaces extérieures restent limitées. Les opérations militaires prennent alors surtout la forme de razzias, de démonstrations de force ou d'expéditions destinées à intimider les populations voisines. Les soldats participent largement à des activités économiques et aux grands travaux, notamment au transport des matériaux pour les pyramides et à l'exploitation des mines et carrières. Des corps spécialisés assurent la prospection minière et les contacts avec les régions étrangères.
La première période intermédiaire marque une transformation de l'organisation militaire avec la fragmentation politique du royaume. Les armées locales s'appuient davantage sur des auxiliaires étrangers, notamment nubiens et asiatiques. Deux traits permanents de l'armée égyptienne se dégagent, l'implication des troupes dans les entreprises économiques et monumentales, et le recours régulier à des soldats étrangers. Globalement, malgré son sens de l'ordre et du prestige, l'Égypte demeure relativement peu tournée vers la guerre de conquête. Le nouvel empire constitue une rupture majeure. Dans un contexte de conflits internationaux, une véritable armée de métier se développe, structurée en infanterie et en troupes de chars, organisée en grands corps d'armée et soutenue par une administration militaire complexe. Les soldats reçoivent des terres et, sous les Ramsès, de nombreux prisonniers de guerre sont intégrés à l'armée et installés sur le territoire. Certains groupes, notamment les Libyens, finissent par former une force autonome et accéder au pouvoir royal. Cependant, cette militarisation ne permet pas à l'Égypte de s'adapter durablement aux évolutions des techniques de guerre, contrairement à la Syrie. À partir de l'époque saïte, les pharaons recourent de plus en plus à des colons militaires et à des mercenaires étrangers, notamment grecs et orientaux. Lors des derniers conflits contre l'Empire perse, l'armée repose largement sur ces mercenaires. Représentation religieuse et morale. Les mythes. La pensée religieuse égyptienne se caractérise par l'absence d'un système mythologique unique et strictement hiérarchisé. Une même réalité peut être représentée par des images multiples et parfois contradictoires. Ainsi, plusieurs cosmogonies ont coexisté, chacune étant valable dans un contexte rituel précis et pouvant être réactivée selon les besoins du culte. Malgré cette diversité, certains traits communs structurent l'ensemble des croyances. Selon ces conceptions, le monde est organisé et maintenu par le dieu solaire, qui émerge du chaos primordial, le Noun. Diverses divinités ou forces primordiales préparent l'apparition de ce démiurge, qui engendre ensuite les autres dieux par des processus successifs, donnant naissance à la structure du cosmos. La création s'accomplit par le Verbe et par l'action divine, et les hommes sont conçus comme issus de l'essence même du Créateur. Cette genèse n'est pas un événement unique, elle se renouvelle chaque jour avec le lever du soleil. Le soleil, incarnation centrale de la divinité, doit quotidiennement affronter des forces hostiles qui menacent l'ordre cosmique. Son parcours diurne et nocturne symbolise à la fois le vieillissement, la mort et la régénération. Ces cycles sont décrits de manière élaborée, notamment au Nouvel Empire, dans des textes religieux qui détaillent le voyage nocturne du soleil et sa renaissance. Le monde apparaît cependant fragile. La lune, second œil divin, est elle aussi soumise à des menaces et à un affaiblissement périodique. Les mythes évoquent également la colère de la divinité solaire contre l'humanité, responsable de la perte de l'égalité originelle des hommes et à l'origine de calamités naturelles et de maladies. Toutefois, les dieux accordent aux humains la magie comme moyen de survie, tout en se tenant à distance d'eux. Le mythe d'Osiris occupe une place essentielle dans cette vision religieuse. Assassiné par Seth, Osiris est ressuscité grâce à Isis et devient le modèle du roi défunt et, plus largement, de tout mort promis à la Renaissance. Il incarne à la fois le cycle solaire, la crue du Nil et la régénération végétale. Seth, longtemps considéré comme une force nécessaire au maintien de l'ordre, sera progressivement assimilé au mal à partir de la basse époque. L'équilibre du monde repose sur la complémentarité des forces opposées. La rivalité entre Horus et Seth illustre cette nécessité de réconciliation des contraires, principe que le roi incarne en réunissant les forces antagonistes du cosmos et du territoire. Le mythe de l'œil d'Horus, perdu puis restauré, symbolise la complétude, la fécondité et l'abondance. Enfin,
À l'ordre cosmique correspond un ordre moral, l'Ama, qui incarne la vérité, la justice et l'équilibre. Cette norme morale régit aussi bien le fonctionnement du monde que la vie sociale et individuelle. Les dieux, et en particulier Ré et Tho, sont présentés comme les garants de cette harmonie, essentielle au bonheur et à la stabilité des hommes. Les dieux. L'ensemble des doctrines, des mythes et des rites est partagé par tous les temples d'Égypte. Les hymnes célèbrent partout les mêmes thèmes fondamentaux, qu'ils s'adressent à une déesse primordiale, à un dieu créateur ou à une divinité solaire. Les grands mythes, tels que celui de l'œil de Ré, de l'œil d'Horus ou de la passion d'Osiris, ainsi que les pratiques rituelles essentielles, sont communs à l'ensemble du pays. Cependant, chaque ville possède sa divinité principale, qui se distingue par son nom, son iconographie, ses formes animales et ses dieux associés. De nombreux dieux locaux dominent ainsi les cultes urbains et régionaux. Cette diversité pourrait s'expliquer par l'existence ancienne de religions locales préhistoriques, progressivement intégrées dans une religion unifiée mais profondément polythéiste. Face à cette multiplicité, la pensée religieuse égyptienne tend à réduire le panthéon à quelques grands types divins. On distingue généralement un dieu suprême, souvent solaire et identifié à Ré, une déesse compagne assimilée à l'œil de Ré, un dieu fils combattant de type Horus, et un dieu mort et régénérateur de type Osiris. Les théologiens du Nouvel Empire développent l'idée selon laquelle chaque grande ville aurait été une étape du parcours créateur du démiurge, et ils présentent certaines grandes divinités Amon, Ré et Ptah comme des manifestations différentes d'une même réalité divine. Cette diversité divine suscite d'importantes réflexions théologiques et philosophiques. Les dieux sont parfois décrits comme des principes intellectuels ou cosmiques, participant à l'acte créateur par la pensée, la parole, la connaissance et l'ordre. Les sources évoquent également l'infinité et l'inconnaissabilité de la divinité, qui englobe l'ensemble du cosmos. À partir du Nouvel Empire, un fort sentiment de l'unité divine se développe chez les élites lettrées. Cette unité n'exclut pas la multiplicité des dieux, mais la considère comme autant de manifestations ou d'approches d'une réalité divine unique. Dans cette perspective, toutes les formes de piété sont acceptées et conciliées. Enfin, la réforme religieuse d'Akhenaton, qui reconnaît un seul Dieu véritable, le disque solaire. Cette démarche s'inscrit dans la continuité de la pensée égyptienne sur l'unité divine, mais elle est qualifiée d'hérétique en raison de sa rupture brutale avec la tradition, qui admettait la coexistence et la complémentarité de toutes les formes religieuses. Le temple. Dans la conception égyptienne, chaque dieu est le créateur et le protecteur de sa ville, tout en veillant, au-delà de son domaine, sur l'ensemble de l'Égypte. Le roi, héritier du soleil et successeur d'Horus, a pour mission d'assurer l'harmonie du monde en entretenant les dieux et en prévenant le retour du chaos. Par l'intermédiaire du culte, il cherche à garantir la régularité des cycles naturels, la prospérité agricole, la sécurité du territoire, la paix intérieure et le respect de la Ma'a, principe d'ordre et de justice. Le fonctionnement du temple repose sur une science sacrée qui associe la magie du verbe, du geste, des images, des textes et de l'architecture. Les rites accomplis par les prêtres, au nom du pharaon, s'accompagnent de formules rituelles inspirées des mythes fondateurs, dont l'efficacité est renforcée par leur représentation et leur inscription sur les murs des temples. Les statues du roi et des particuliers, multipliées dans les enceintes sacrées, permettent une participation permanente au service divin et un accroissement symbolique de la force vitale. Sur le plan symbolique, le temple est conçu comme une représentation miniature de l'univers. Ces éléments architecturaux renvoient aux grandes composantes du cosmos, et l'ensemble est protégé par une enceinte qui le préserve des impuretés extérieures. L'accès au sanctuaire est strictement réglementé, les officiants doivent se soumettre à des règles de pureté rituelle.
Les murs du temple figurent le pharaon accomplissant les rites et présentant l'Égypte, ses provinces et ses ressources aux dieux, afin d'assurer la continuité du culte. Au quotidien, l'idole divine est purifiée, habillée, nourrie et invoquée par des hymnes destinés à éveiller le dieu et à solliciter sa bienveillance. Lors des grandes fêtes, la divinité sort en procession pour se régénérer au contact du soleil, visiter les tombes royales et réactualiser les événements mythiques fondateurs. Les sources soulignent que le temple fonctionne avant tout comme un centre rituel essentiel à la bonne marche du monde, assurant symboliquement la subsistance et la stabilité du pays. Malgré la distance qui sépare les dieux des hommes, ceux-ci sont perçus comme proches et accessibles. À partir du Nouvel Empire, les fidèles peuvent leur adresser des prières personnelles, notamment aux abords des temples ou dans des sanctuaires locaux, pour des demandes liées à la santé ou à la vie quotidienne. Enfin, la religion égyptienne se distingue par son caractère accueillant et intégrateur. Elle a su assimiler de nombreuses divinités étrangères et les intégrer à son propre système. Toutefois, l'identification de l'Égypte à l'ordre cosmique conduit à percevoir les peuples étrangers comme des forces potentielles de désordre. Les représentations du roi triomphant des ennemis, sculptées dans les temples, ont une fonction symbolique et magique, elles visent à neutraliser toute menace contre l'équilibre universel plutôt qu'à détruire les peuples eux-mêmes. La morale. Tout d'abord, sur le plan moral, les Égyptiens considéraient que l'ordre parfait avait été instauré dès l'origine du monde, au temps de Rê. Le rôle du roi était de maintenir cet équilibre sur terre. Ainsi, l'idéal moral ne reposait pas sur l'innovation ou la remise en question, mais sur la conformité à Maat. Les textes moraux, notamment les enseignements rédigés par des hauts fonctionnaires et des scribes, transmettait une éthique fondamentalement conservatrice. Il valorisait l'obéissance, la modération, la maîtrise de soi et la soumission aux supérieurs, tout en recommandant la bienveillance envers les inférieurs. Les qualités morales et intellectuelles y étaient étroitement liées, et tout excès était perçu comme dangereux pour l'individu et pour la société. Cependant, certains sages ont introduit une dimension plus intérieure et religieuse de la morale, affirmant que la droiture du cœur primait sur l'accomplissement formel des rites. Cette réflexion éthique a influencé d'autres traditions, notamment la sagesse biblique. Par ailleurs, les textes soulignent une forte préoccupation pour la justice sociale, respect des faibles, refus de la corruption, équité dans les échanges, et reconnaissance de la dignité humaine, les hommes étant considérés comme issus du dieu Rê. L'idéologie officielle de l'ordre idéal a été profondément ébranlée lors des périodes de crise, en particulier durant la première période intermédiaire. Les guerres civiles et les troubles politiques ont donné naissance à une littérature pessimiste, exprimant l'angoisse face au désordre du monde. Certaines œuvres remettaient en question les rites funéraires ou invitaient à profiter de la vie présente. En parallèle, une littérature profane, plus libre et variée, révèle un peuple capable d'humour, de sensibilité et de créativité, au-delà du conformisme imposé par l'idéologie pharaonique. Sur le plan juridique, il existe un contraste important. Malgré une société fortement hiérarchisée et dominée par la figure royale, le droit pharaonique se caractérisait par un individualisme marqué. Hommes et femmes, quelles que soient leurs conditions sociales, étaient juridiquement égaux devant la loi. La responsabilité était personnelle, la famille limitée au noyau parental, et la femme bénéficiait de droits étendus, notamment en matière de propriété et d'action en justice. À cet égard, l'Égypte ancienne se distingue nettement de nombreuses sociétés traditionnelles. Enfin, les croyances et pratiques funéraires reflétaient elles aussi cet individualisme. Chaque personne devait assurer sa survie dans l'au-delà selon ses moyens. La religion égyptienne concevait l'être humain comme composé de plusieurs éléments, dont le Ka et le Ba,
dont la survie dépendait à la fois des rites, des formules magiques et surtout de la conservation du corps par la momification. Les tombes, richement décorées, visaient à garantir aux défunts une existence éternelle comparable, voire supérieure, à la vie terrestre. Les Égyptiens imaginaient plusieurs formes de vie après la mort, mais toutes conduisaient à une transformation du défunt, désormais assimilé aux dieux, à Osiris et aux rois divinisés. Ainsi, une civilisation profondément attachée à l'ordre, à la justice et à la continuité, tout en laissant apparaître, notamment dans la littérature et les pratiques funéraires, une diversité de pensées et une forte valorisation de l'individu au sein de la société égyptienne ancienne.